Dans votre livre, vous montrez bien que les médias profitaient de nombreuses fuites, pas toujours exactes d'ailleurs. Et d'après vous, elles venaient où ces fuites? Écoutez, le 7 ou le 8 juillet 1997, il y a une directive du Collège des procureurs généraux ou du magistrat national, comme quoi personne ne pouvait avoir contact avec la presse. Il y avait un magistrat désigné pour ça. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi le 4 octobre, le journaliste Frank de Moor du CNAC, c'est un magazine flamand, téléphone à l'antenne et il demande à être reçu parce qu'il doit faire un article sur l'affaire Dutroux et il demande pour voir si on peut le relire. Et il est reçu le samedi par Duterme, Dernicourt et De Pau, je crois, à 3, donc un officier, vous imaginez, les heures de week-end, un officier et 2 gradés, et ils reçoivent le journaliste qui apparemment en sait plus qu'eux. Dans les mêmes moments, M. Dernicourt falsifie une audition de Regina Louf, et ce journaliste publie l'audition falsifiée dans son magazine Le CNAC. M. Duterme avait fait un rapport, un stupide rapport, le 3 juin contre Patrick de Baets. Bien, il y a des éléments du rapport déjà. Vous savez, Duterme rédige son procès-verbal contre Patrick de Baets le 26 août. Ça arrive au parquet. Mais le 12 septembre, il y a une réunion secrète apparemment chez le juge Langlois avec des journalistes, notamment Au nom de la loi, et le Soir illustré. Et de Liège et Bréoès du Soir illustré passe chez le procureur Bourlet et ils disent « Ah, il y a une instruction à charge de Baets. » Ah, qui dit Bourlet, il n'est pas au courant. « Oui, pour faux en écriture. » Ah, qui dit, je ne suis pas au courant. « Ah oui, la photo P10. » Alors Bourlet, il prend directement son ordinateur. P10, qui dit, il y a eu un PV de suite à ça. Et un des 2 journalistes dit, nom de Dieu, on se fout de nous. J'ai une lettre de M. Bourlet avec ça, donc je ne l'invente pas. Et le lendemain, même Gilbert Dupont, dans la dernière heure, publie le numéro de dossier. Donc, ces gens, vous savez, il y a des gens qui aiment bien de donner quelque chose à la presse, peut-être pour un repas, peut-être pour un verre de bière, je n'en sais rien, moi. Mais ici, vraiment, c'était des ruptures de canalisation. On a vu plusieurs fois ces journalistes avec nos patrons, les patrons de la BSR, et j'ai même l'audition de gendarmes de la BSR qui expliquent qu'ils ont l'air du terme, mais ça on ne sait pas dire que c'est de Baets, c'est Bill. Et Duterme leur a répondu, il faut bien qu'on se défende. Alors donc, ces gens, bon, ils se tenaient. La justice bruxelloise, naturellement présidée par Luc Hénard, je suis content, il y a eu les élections et il n'est pas passé, parce que monsieur se voyait déjà ministre de la Justice. Eh bien, j'espère que jamais ce type ne sera jamais ministre de la Justice. Ce magistrat a vraiment pris position pour les journalistes contre tous les articles crapuleux que ces gens ont écrits, alors qu'en première instance, ils ont été condamnés, alors qu'en appel, le parquet général demandait la confirmation du jugement, et 5-6 ans plus tard, le juge Luc Hénard a réduit tout à néant, et c'est nous qui sommes condamnés. Alors, ça aussi, c'est de la saloperie. Ouais. Je n'ai pas d'autre mot, je m'excuse, je n'ai pas d'autre mot pour qualifier ces gens-là. Votre intime conviction, avec tout ce que vous avez eu comme preuve entre les mains, tout ce que vous avez vu, le recul des années passées, que diriez-vous aujourd'hui? Dutroux, prédateur, isolé ou fournisseur d'enfants pour un réseau ou une organisation ou autre chose? Écoutez, je suis passé, mon livre est sorti à la foire du livre à Bruxelles au début avril. Et le jeudi soir, j'avais rendez-vous sur LN24, une chaîne en Belgique, avec Pascal Vrébos, et qui était là, Xavier Magny, qui était l'avocat de Marc Dutroux. Et quand j'ai parlé, Pascal Vrébos s'est retourné vers l'avocat et lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de ce que M. Bill dit. Et l'avocat a répondu, il a raison. Alors il vient encore de donner une interview d'une heure il y a un mois. Et je crois que on est tous sur la même longueur d'onde. Dutroux n'est pas un pervers isolé. Dutroux travaillait certainement parce que les rentrées d'argent, je ne sais pas comment il a pu avoir des maisons et tout ce bazar-là en ne faisant pas grand-chose.
Donc je suppose qu'il y avait des revenus, puisque quand on voit que dans les heures qui suivent la champignonnière, on rentre 200 000 francs, oui, après, quand il y a eu d'autres enlèvements, apparemment on retrouve aussi de l'argent. Donc là aussi c'est une question. Bill, moi le gendarme Bill, je vois que Dutroux reçoit les 200 000 après la champignonnière, et Dernicourt qui a fait aussi l'enquête fiscale, qui a interrogé Dutroux sur ses comptes, lui, il ne trouve pas ça. Alors, il y a quand même de sérieuses questions à se poser. Et on travaille dans le même service. Non, il y a des choses invraisemblables. Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a qu'une commission parlementaire, mais pas une simple, pas rien qu'avec des politiciens. Et moi, je trouve qu'il faudrait avoir des magistrats là-dedans. Il faudrait avoir des policiers, des avocats, des civils, des citoyens, des parents d'enfants. Et moi, je veux bien parler pendant une semaine. J'ai pas besoin de papier. Je veux bien leur parler. Ils me donnent un écran géant. On pousse sur le bouton, on le renvoie. Parce que, outre mon livre, maintenant, j'en ai fait un autre qui fait déjà 3000 pages avec une table de matière qui reprend tous les documents. Vous allez me dire, mais enfin, 3000 pages, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Quand vous avez Madame Sommers qui fait un faux rapport le 22 juillet de 3-4 pages. Elles sont dedans. Quand elle fait une audition le 15 octobre, elle est dedans. Elle refait une audition le 19 mars, c'est dedans. Mais quand vous lisez tout ça, vous dites, mais ça fait 3 versions différentes. En Belgique, ils n'oseront jamais faire une commission parlementaire. La vérité, elle est morte. Il y a trop de gens impliqués là-dedans. Moi, je suis étonné qu'il y a 4 mois que mon livre est sorti et qu'il n'y a personne qui se plaigne. Je pense que je vais finir par croire que j'ai écrit la vérité. Il y en a pas un qui me dit, tiens, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, vous savez, moi je n'ai pas l'habitude d'écrire sans preuve. Moi j'ai acheté toutes les pièces du dossier, j'ai rien chez moi, tout est dans le cloud, et plus dans 3 pays différents, au cas où il arriverait quelque chose, donc tout est à l'étranger, dans 3 pays différents. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui bougera, donc Dutroux n'a pas agi seul, Dutroux était bien protégé. C'est pour ça que j'enchaîne sur ma question suivante, justement, en parlant de M. Magnier. Il suppose que si maintenant Dutroux menace de parler, c'est peut-être pour négocier sa libération. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Je ne suis pas à la place de Dutroux, donc ni à la place de Maître Magnier, donc je ne sais pas répondre à ça. Dutroux, il a eu le temps de parler. Maintenant, j'ai vu que Karl Zéro l'avait aussi interviewé via un avocat. Maintenant, je ne sais pas combien de pages Dutroux a écrit. Je prends un exemple, admettons qu'il ait écrit 50 pages, qu'il les ait données à son avocat. Est-ce que l'avocat, s'il a reçu les 50 pages, en a donné 50 à Karl Zéro? Est-ce qu'il a donné 40? Je ne sais pas. Donc, est-ce que... Il voilà. a donné une centaine de pages. Oui, donc je prends... Une centaine de pages, il y a beaucoup de pages où... Oui, il y a des conneries, ça je peux comprendre. Maintenant, il y a peut-être des pages que l'avocat a gardées aussi, hein, et qui ne veut pas que ça sorte. Je n'en sais rien. Nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir entendre ni Dutroux ni Nioul. C'est déjà pas normal, on nous l'a refusé, M. Van Espen ne voulait pas non plus, et parce que bon, le premier qu'on aurait voulu entendre, c'est déjà M. Dutroux sur les comptes, mais aussi M. Nioul, mais naturellement on ne pouvait pas toucher à ces gens-là. C'est ça qui est fou, parce que quand même sur la champignonnière, vous étiez en plein... Moi, c'est le dossier qui m'a tué, parce que dans ma carrière, je dis, moi, j'ai pas loin, je travaille à la section, bon, j'ai travaillé en uniforme d'abord, j'ai fait beaucoup d'arrestations aussi quand j'étais en uniforme, et puis je suis passé à la section meurtre de vol, où on a eu de très nombreuses arrestations. Jamais eu de problème dans ma carrière, jamais. Si, avec mes officiers parce que j'avais trop d'heures. Mais autrement, les résultats ont toujours été là. Patrick de Base, la même chose. On a toujours été apprécié de notre hiérarchie. Et tout d'un coup, on devient mauvais. Moi, j'en veux au colonel Torres qui a commandé le district de Bruxelles. Parce que M. Torres nous connaissait aussi. Mais il a fait confiance à Brabant, à Driessen et à Duterme. Ils se tiennent tous. Alors, ils ont trompé l'état-major. Mais Driessen, directeur du personnel, quand vous voyez que ce type écrit le 3 avril 1998, il a écrit au procureur général, depuis lors l'instruction s'est poursuivie et d'autres dossiers se sont joints au dossier du juge Pignolet. Il envoie ça au procureur général. Le 15 mai, le procureur général il lui fait une réponse et il lui dit plus de débat, c'est plus de bill,
Mais il ne dit pas, il n'y a pas d'autres dossiers, ou c'est vrai qu'il y a d'autres dossiers. Il n'en parle pas. Nous, on a cette lettre, on va chez Pignolet, on dit il y a d'autres dossiers. Non, il dit non, qu'il n'y a pas d'autres dossiers. Alors, j'écris au colonel du Châtelet, je lui demande, je peux avoir la liste des autres dossiers. Répond pas, rappelle, répond pas. Après, il rappelle, et qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il n'y a pas d'autres dossiers. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la police des polices, au comité P. On dépose plainte contre Richard Drissens pour info. Richard Drissens, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, il n'y a pas d'autres dossiers. C'est le colonel Brabant qui m'a dit ça. Mais j'ai pas vérifié. Donc, la logique aurait été de... Brabant vient un peu ici. Confrontation. Ça s'arrête là. Voilà. Ils sont tenus tous. C'est gros, c'est ignoble, c'est grotesque. Mais donc, je ne sais pas vraiment. C'est dur, hein. C'est dur à vivre cette affaire parce que moi, jusqu'au dernier jour de ma vie, je l'aurais en tête. Je suis dans mon jardin, je suis dans ma voiture, je suis dans ma piscine, je suis n'importe où, je suis devant la TV. Je pense à cette affaire que, en me disant, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, même le juge Pignolet nous a dit, pourquoi est-ce qu'on vous a écarté? Et il nous dit même, Jacques Pignolet, grand copain de Van Espen, je ne comprends pas l'attitude de Van Espen et son insistance pour reprendre le dossier. Donc même Pignolet s'en rendait compte. Puis il y a eu aussi l'affaire Desrupeaux, il y a eu l'affaire Erdekens. L'affaire Desrupeaux, ça revient régulièrement, interférer. C'est un piège, pour moi c'est un piège, parce que l'affaire Desrupeaux, donc M. Elliot Desrupeaux est maintenant il est député européen, je crois, et il a été jusqu'au mois de juin président de la Wallonie, il a été Premier ministre en Belgique, et à l'époque il était vice-premier ministre et ministre, je crois, des communications, quelque chose ainsi. Le 15 novembre 96, c'est la fête de la dynastie en Belgique, la fête du roi. Et on est en congé, mais nous on est au bureau, on travaille, et l'après-midi, j'ai un major de crâne qui vient, donc un officier du bureau central des recherches, il vient enregistrer un PV, bon, je lui explique, et je lui demande qu'il me laisse une copie, bon, je vois après, il s'était déjà trompé de date, c'était le 15 novembre, il avait déjà marqué le 15 septembre, et puis il s'était trompé dans le numéro de dossier, mais enfin bon. Et c'est ces gens-là qui doivent vous expliquer comment vous devez travailler. Et alors, il s'en va au parquet, et puis peu après, le parquet me sonne, enfin madame la juge d'instruction Gruet, et elle nous dit, il faut faire 2 perquisitions. Je dis, dans quelle affaire? Oh, c'est pas, ne vous tracassez, c'est pas un dossier à vous, c'est un dossier de la police judiciaire. Mais je dis, madame, on a déjà assez de boulot comme ça. Non, c'est je dis, non, alors je sonne à Patrick, et Patrick, même chose, non, on ne veut pas. Et là-dessus, elle a contacté Brabant, et Brabant dit, si, c'est eux. Et donc on est revenu et on nous a envoyé faire 2 perquisitions chez 2 particuliers, 2 jeunes homosexuels qui habitaient le même immeuble, 2 appartements différents, à Forêt, à la place Albert. Et donc on est parti du bureau, on est arrivé là parce qu'on doit faire les perquisitions à des heures légales entre 5h et 21h. Donc on est arrivé là vers 20h et il n'y avait personne dans les 2 appartements. Donc on a requis un serrurier, on avait un mandat de perquisition, donc un serrurier est venu, donc, et là on devait rechercher des cassettes. Et naturellement, quand on arrive dans une maison, on ne va pas voir dans le frigo, on voit des cassettes, on commence à visionner et on voit des scènes de jeunes garçons, enfin des jeunes adolescents nus, mais est-ce qu'ils ont 15 ans, est-ce qu'ils ont 18 ans, vous savez, c'est bon. Et je téléphone à Patrick et je dis, voilà ce qu'il y a. Et lui, il contacte la juge. Ah, il faut rester dans l'appartement jusqu'à temps qu'il rentre. Mais entre-temps, on trouve un uniforme de steward. Je me dis, s'il est à l'autre bout du monde, on est beau ici. Et je trouve aussi un numéro de son contrat de téléphone, Proximus. Et donc, je me dis, je vais risquer. Je téléphone. Et puis j'entends, allô. Et moi, je fais, allô. C'est qui? C'est moi. Où tu es? Je suis là. Ah, mais j'arrive. Et donc on arrive là dans un bar, il fait tout noir, là, bon, il y a une centaine de personnes. Bon, j'appelle des collègues en uniforme et je demande, tiens, est-ce qu'un tel est là? Ah oui, ils sont là, clac, ils viennent, on les prend en voiture. Vous d'habitude, si on vient vous chercher, vous allez dire qu'est-ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Ici, rien du tout. Hein? Hop, on rentre au bureau, et qui est là? Patrick, naturellement, est revenu, et Brabant est là aussi. Je me dis, est-ce qu'il vient pour avoir des sous, des indemnités de week-end ou de nuit, j'en sais rien. Et il reste là près de Patrick, et Patrick dit, puisque un des 2 parlait le flamand, mes 2 collègues l'ont pris, et puis, moi, on me demande d'entendre l'autre, et j'ai l'adjudant Pirard qui est dans le bureau juste à côté avec la porte ouverte, et lui fait le privé d'interception, quoi. Et je dois l'interroger sur qui? Sur quoi, moi? Brabant, il souriait, hein.
J'ai dit, j'ai rien, moi je sais même pas pourquoi. Parce que déjà dans la voiture, j'ai dit, tu sais pourquoi tu es là? Non, qui me dit, je dis, ça commence bien, moi non plus. Et puis, je regardais, je vois le PV de Crâne devant moi, et puis je vois que il va y avoir, il parle de fuite dans la presse, mettant en cause des hommes politiques, et puis il évoque des annexes, mais il n'y a rien. Je vais vers l'étage, je vais voir mes deux collègues, j'ai dit alors, rien. Il nous a dit qu'il avait vu graffer des Rupeau, mais sans plus. Je redescends, je dis tiens, tu connaissais des personnalités, je ne dis pas politique, hein. Ah oui, qui dit on a revu une fois graffé des Rupeau, hein, et quand? Oh, il y a 2-3 ans, mais le gars, chez moi, il a 26 ans, donc c'est tout. Et j'ai dit, vous avez parlé? Non, on s'est vu, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Et moi, à 4 heures au matin, je termine mon audition, et à 6 heures au matin, donc à 5 heures au matin, déjà, le centre de transmission des communications radio-téléphoniques contacte Patrick en disant, il faut faire un communiqué de presse sur l'affaire des Rupeau. Patrick dit, mais quelle affaire du Rupeau? Naturellement, Brabant n'était pas resté là, il était remonté dans son bureau. Peut-être que, il a peut-être téléphoné à ses amis. Moi, j'en sais rien, moi. Je sais pas ce qu'il a été faire dans son bureau. Nous, quand on travaille, ça dérangeait. Mais lui, il peut être là, quoi. C'est le patron, on n'a rien à dire. Et donc, la presse, à 6 heures au matin, annonce que la BSR travaille dans l'affaire du Rupeau. Et c'est comme ça que l'affaire du Rupeau démarre. Et donc, on est le samedi 16 novembre 96. Et donc le lundi, le 18, le procureur général écrit au président de la Chambre pour dire qu'il y a assez avec les auditions, qu'il y a assez pour enquêter sur des Rupeau, et on envoie toute l'affaire se met en route. Le 28 novembre, je vais au parquet pour autre chose, chez Paul Sommers encore une fois, et elle me donne une apostille avec un PV, et elle me marque « Des enfants seraient-ils en danger dans cet appartement ?» Et c'est un dossier qui vise Elliot Desrupeaux. Bon, je rentre au bureau, j'apprends qu'on déménage. Ah, on déménage, on va 200 mètres plus loin, on a créé une antenne, on a le bureau et tout. Ok, le lendemain, hop, on est installé. Du terme, personne ne travaillera le week-end. Je dis, moi je travaillerai. Personne ne travaillera. Je dis, moi je travaillerai. J'ai un papier ici, on me demande si les enfants seront en danger. Moi je ne vais pas attendre. Ouais, bon. Le samedi, j'entends une personne, le dimanche, j'entends l'autre personne, et le lundi matin, voilà, monsieur de Gemep, en personne, pas chez madame Sommer, je vais chez Benoît de Gemep, voilà, monsieur de Gemep, s'il vous plaît, au revoir. Je n'attends pas mon reste, je pars. Donc, moi, en somme, ça se dégonflait. C'était une femme qui avait appris par son frère qui habitait l'immeuble où il y avait une altercation à 3 heures au matin avec du Rupeau et le père d'un adolescent. Bon, enfin, moi, j'ai fait mon travail, c'est fini. Et on est le 28 novembre. Donc, Paul Sommers, qui, le 22 juillet, écrira qu'elle ne voulait plus se retrouver dans une situation de l'affaire du Rupeau le 15 novembre. Si elle a eu des problèmes avec nous le 15 novembre, elle ne va pas me redonner encore un dossier le 28. Elle me le donne à moi alors qu'elle a une section mœurs à la police. Non, il faut nous abattre. Il faut nous piéger. Et Elliot Desrupeaux, le 10 décembre, ça va très vite pour eux. Le 10 décembre, à raison ou à tort, j'en sais rien, il est mis hors cause par la Cour de cassation devant le Parlement, donc lui, tranquille. On est le 10 décembre. Le 12 décembre, Stéphane Declercq, qui était le ministre de la Justice, demande à la police de faire une enquête sur nous, sur les services de police, pour voir comment ils ont travaillé dans cette affaire-là. Je suis convoqué, moi, le 11 février 1997 à la police des polices. Je parle pendant 4 heures, je fais 11 pages d'audition. À la fin, monsieur Bill, en tout cas, à vous, il n'y a rien à vous reprocher, vous avez été prudent, vous avez fait des PV, pour tout. Merci, je le savais, au revoir. Et on est le 11 février. Le 28 mars, 2-3 jours plus tard, j'ai du terme qui s'amène. De Batz et Oskans sont en congé. Et du terme s'amène en fin de journée à mon bureau. Tiens. Mais, on était le 1er avril ou le 2 avril. Moi, je me dis, ça y est, il me joue avec mes pieds. Je dis, c'est une blague, commandant. Quoi, ça ne te plaît pas encore? Je dis, mais enfin. Et il s'en va. Monsieur Benoît de Gemep, procureur du roi de Bruxelles, demandait à l'attention personnelle du premier maréchal de logis Bill de poursuivre l'enquête de façon discrète sur le vice-premier ministre Elliot Desrupeaux. De poursuivre l'enquête de façon discrète. Oui, Benoît de Gemep, toi aussi tu as essayé d'avoir ma peau et j'ai refusé. J'ai pas joué dans le jeu, donc j'ai fait un rapport, un procès verbal pour dire que je n'avais pas d'éléments nouveaux, et puis j'ai fait un rapport confidentiel en disant, moi je joue plus dans votre jeu. Puis la police des polices a sorti son rapport
D'abord, il a fuité sur Internet via le journal Le Soir et il est sorti ce rapport le 7 juillet. Il y a 75 pages. Et à la page 71, il y a les conclusions pour la BSR de Bruxelles. Il y avait 3 services de police qui étaient mis en cause. La police judiciaire de Bruxelles, la gendarmerie de Hasselt, donc une province dans le Limbourg, et la BSR de Bruxelles. Pour la BSR de Bruxelles, il y a 2 lignes. On a abusé d'un mandat judiciaire pour procéder à l'audition de témoins. Deuxième ligne, en échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. Comment est-ce qu'on démontre ça? Est-ce qu'on a eu des aveux? Non. Est-ce qu'on a entendu des témoins? Non. On a entendu qui? 2 personnes perquisitionnées. C'est pas des témoins. Est-ce que le mandat de perquisition demandait de les entendre? Oui. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien qui tienne. On n'a pas, et en échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. On n'a pas eu d'aveux. Et donc, sur base de ça, Johan van der Lanotte, ministre de l'Intérieur socialiste flamand, fait changer la loi le 16 juillet 1997. La loi est publiée déjà au Moniteur, donc en France le journal officiel. La loi est publiée le 24 juillet 97 et le 25 juillet 97, le lendemain, le ministre intérieur Johan de Lanotte donne injonction au commandant de la gendarmerie, c'était ça le changement de loi, pour enquêter sur De Baets et Bill. Mais il fallait trouver 2 autres clowns pour que ça fasse plus vrai, et on a mis Éluard et De Mulder avec. Alors, De Baets, qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans? Il est resté dans son bureau, il n'a pas fait d'audition, il n'a pas fait de perquisition, donc c'est de la connerie. Non, il fallait abattre De Baets. Bill, d'accord, il a fait la perquisition, il a fait des auditions, l'interception, je peux comprendre. Les autres, ils ont visionné des cassettes. Alors, on a chargé, donc c'est arrivé à l'échelon supérieur au district, et là le colonel nous a convoqués. Patrick était à l'étranger en vacances, il a dit moi je reviens pas, moi j'y suis allé, je me suis retrouvé avec les 2 autres collègues là, et on nous mettait sous enquête. Serlette, le major juriste Marc de Mesmaeker, qui est devenu patron de la police fédérale en Belgique jusqu'au mois de juin 2023, qui a été chargé de l'enquête. Moi, je rentre à mon bureau, je suis en congé, je rentre à mon bureau, je lui sonne, je dis, mon major, est-ce que je peux venir? Non, qui me dit, le mois prochain. Ah bon, moi je dis, ça avait l'air urgent, pourtant, non, vous tracassez pas le mois prochain. Je dis, voilà mon numéro de téléphone, le mois prochain, je suis en vacances en Turquie, vous n'avez qu'à m'appeler. Voilà, après, il ne m'a pas appelé, je lui ressonne, non, qui me dit pas maintenant. Octobre, novembre, non, pas maintenant. Décembre, janvier, non, pas maintenant. Février, mars, non, pas maintenant. Au mois de juillet, mon avocat lui écrit, répond pas. Au mois d'octobre, mon avocat lui téléphone. Réponse du major juriste de Marc de Mesmaeker, je veux bien, maître, mais je ne sais pas quelle question je dois leur poser. Attention, je ne lui en veux pas du tout. Hein. J'ai appris pourquoi il ne savait pas nous interroger. On ne lui donnait pas le dossier, et quand on lui donnait, il manquait des pièces. Alors, finalement, Patrick et moi, fin janvier, on est allé chez lui, à son bureau, on a dit maintenant on va faire la grève de la faim, on va s'attacher aux grilles, vous nous interrogez. Allez, calmez-vous, et fixe une date, le 5 février pour Patrick, et le 12 pour moi. Et on va vous apporter le dossier. Bon, il y a un motard qui arrive à la maison, voilà le dossier. Je remonte à l'appartement, un fax à l'état-major, j'ai reçu un dossier en flamand, je ne comprends rien en flamand. Hop, le motard revient, on s'est trompé, on me donne le dossier. Je prépare mon audition, 34 pages. Ah oui, je suis toujours assez pressé. 34 pages, je lui envoie. Je savais que le lundi, mardi, mercredi, il avait des réunions parce que la réorganisation de la police des chemins de fer. Et donc, le jeudi, il me téléphone, il me dit, donc on se voit demain. Je dis oui. Il dit, votre audition, elle m'aide beaucoup. Je dis, si vous êtes sage, je viendrai avec ma disquette. Et je suis venu avec ma disquette, et clac, il a mis ça dans la machine avec un autre officier, donc on a relu tout. Et après, il me pose juste une question, il me dit, comment elle s'appelle l'adjudant dans le bureau à côté? Je l'adjudant Christian Pirard. Ah bon, qui dit, écoute, moi je ne vois rien te reprocher. Et donc là, on est en février 99. Début juillet, j'ai le colonel du Châtelet, le directeur général du personnel, qui me sonne et qui me dit, on va le transmettre au commandant de la gendarmerie. Apparemment, il n'y a rien, c'est depuis longtemps. Parce qu'entre-temps, j'ai une lettre du procureur général de la Cour de la Cassation, une lettre du procureur du Roi, une lettre du procureur général, donc la Cassation, le parquet et le parquet général, qui disent il n'y a rien à reprocher à M. Bill. Malgré ça, on continue à enquêter, quoi. Et on est donc au début juillet. Le général le reçoit jusqu'au mois de septembre, il fait des allers-retours avec le dossier, peut-être pour essayer de changer une phrase, une virgule, pour voir si quand même, dire au ministre, il y a quand même un petit quelque chose, mais apparemment, il doit l'envoyer au ministre, il envoie ça au ministre le début septembre, et le ministre, qui n'était plus Van der Lanotte, parce que ça change souvent en Belgique, c'était devenu un francophone, Antoine Buchan, libéral,
et qui nous écrit le 26 octobre pour dire « Il n'y a rien contre vous ». Alors, suite à ça, moi, j'ai écrit au comité P pour dire « Votre rapport, il est faux ». Mais entre-temps, oui, j'oublie, depuis 1 an après avoir été mis sous enquête, puisque je n'étais toujours pas entendu, on a écrit, via notre avocat, au patron du comité P. Et il est écrit là-dedans, la lettre des gendarmes de Bad-Sébil anticipe parce que jusqu'à présent, aucun nom n'a été mis en évidence, et malgré ça, on continue à enquêter sur nous. Et donc, le ministre rend ça. Donc, j'ai écrit au comité P, je dis, votre rapport, il est faux. Me répond pas. J'écris à Herman de Croo, qui est le président de la Chambre, le père de l'actuel, l'ancien premier ministre de Croo. Et donc, je lui écris et il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Et le comité P m'écrit, il y avait rien, vous n'étiez pas concerné par le rapport. En attendant, on nous met sous enquête. Donc, on est en 2002. Et en 2003, je suis convoqué au même comité P, on me demande de réexpliquer l'affaire et pourquoi est-ce que j'ai fait des perquisitions le 15 novembre. Donc moi, on m'a emmerdé, c'est le mot, on m'a emmerdé de février 97 jusqu'à, je crois, mars 2003, rien qu'avec cette affaire des Rupeau. Maintenant, il y a du vrai, il y a du faux, j'en sais rien, mais en attendant, c'est un piège, parce que un procureur du roi qui me demande, et en plus, mes 2 supérieurs du terme et Brabant ont vu cette apostille. S'ils avaient, je ne veux pas être grossier, s'ils avaient, ce que je pense, ils auraient dit, monsieur le procureur, écoutez, donnez ça à quelqu'un d'autre. Il a déjà été entendu par le comité P, confier cette suite d'enquête à quelqu'un d'autre. Non. Bill, c'est pour Bill. Et Bill n'est pas tombé dans le piège parce qu'on sait que Bill démarre au quart de tour. Alors ils se sont dit, de Bats, Oscar ne se sont pas là. Ce soir, Bill, il prend une voiture, il va les surveiller, il va peut-être arrêter du repos ou quoi que ce soit. Et ils pensaient que j'allais tomber dans leur piège, quoi. Mais bon, naturellement, j'ai pas voulu jouer dans ce jeu-là. Et j'en veux à tous ces gens-là parce que Monsieur de Gemep, Benoît de Gemep, actuel président de l'Ordre des médecins en Belgique. Si M. Bill a refusé de faire cette apostille, ayez un peu le courage de dire à quel policier du pays vous l'avez donné cette apostille. Vous ne l'avez donné à personne d'autre. Donc, c'était bien un piège que vous m'avez tendu, M. Benoît de Gemep. Vous me faites honte et j'ai envie de vomir sur toute votre clique de malfaisants, de malfaiteurs. Suite à ça, j'ai Pascal Vrébos qui me sonne et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, toute cette histoire dans la presse avec des Rupeau et tout ça ?» J'ai dit « C'est une cabale. » Et là, on est encore en 97. Mais comme le soir illustré du 23 juillet, suite au rapport du comité P, si vous prenez le soir illustré du 23 juillet, donc c'est un magazine belge, sur une page, j'ai 4 fois aimé Bill. Le titre, c'est « Qui a voulu tuer des Rupeau ?» Et j'ai 4 fois aimé Bill. Alors, Pascal Vrébos, quand il voit ça, il me dit, je dis, est-ce que toi qui connais tant de monde, tu ne pourrais pas t'arranger, je voudrais bien rencontrer des Rupeau, lui expliquer de vive voix ce qui se passe. Il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et un dimanche, Pascal me téléphone et il me dit, est-ce que tu sais venir ce soir avec de base? Je dis oui. Tu viens à mon bureau, là on parle loin du palais de justice, et Patrick et moi, on s'y rend, et qui arrivent là, 2 députés, Patrick Moriot et Clotaire de Cairns, donc 2 membres de la commission parlementaire, bien que Moriot, comme je l'ai dit, avait arrêté au mois de mai. Et donc on se présente, et on dit, on est les gendarmes qu'on parle tant dans la presse pour l'instant, avec les dossiers X, mais on ne vient pas vous voir pour ça, on doit passer à la commission parlementaire, et on a appris qu'on allait être fusillé par les socialistes parce qu'on nous prend pour des monteurs de dossiers. Et on leur explique un petit peu. Ah bon? Ça va qu'il dit de Cairns, je vais voir ce que je peux faire, je vais voir avec le président pour essayer de vous passer à la commission. Je dis non, il n'y a pas besoin, c'est prévu, on a déjà été reçu par le conseil Maric, c'est prévu, on attend juste la date. Et le 14 octobre, on se présente à la commission, on parle pendant 4 heures, de 16h30 à 20h30, et Clotaire de Cairns, un député bourgmestre, il a même été un petit peu ministre, probablement peut-être en remerciement de tout ça, Clotaire de Cairns, donc ce jour-là, quand on a fini notre audition, il vient près de nous avec Charles Janssens, qui est le remplaçant de Patrick Moriot. Charles Janssens, qui est un député bourgmestre à Soumagne, une autre commune de Belgique, et il nous emmène dans le bureau d'Air de Cairns et il nous offre un verre. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui sont passés à la commission, qui sont passés pour un verre après. Je ne vois pas du terme sortir après avoir été boire un verre. Bon, à moins qu'ils étaient torchés, peut-être, j'en sais rien. Et donc,
on va boire un verre, et il donne même des petits gâteaux. Il me dit, vous pouvez rester ici. Nous, on retourne travailler parce qu'on a encore plusieurs personnes à voir ce soir. Vous êtes ici chez vous, le frigo est là, il y a des gâteaux et tout. Je dis, non, on est en route depuis le matin, on rentre, nous. Hein. On est le 14 octobre. Fin décembre, c'est Noël, Nouvel An, on reçoit les vœux de M. Erdekens. À nous trois, il nous envoie ses vœux. Et puis, le 1er mars, je téléphone à RTL parce qu'il y a Gilbert Dupont qui est sur le plateau. Et je demande à Pascal Vrébos, je dis, est-ce que je peux intervenir pour calmer ces gens-là, donc par téléphone. Hein, d'abord, ils écrivent n'importe quoi sans nous demander une autre chose. Et puis Erdekens essaie de me piéger avec un journaliste, essaie de me poser une question. Je dis, ah ben alors vous nous l'avez caché à la commission. Bon, moi j'ai écrit directement à Marc Verwilligen. J'ai écrit à Erdekens qui m'a répondu, ah je m'excuse, mais entre-temps il avait lancé le bruit qu'on avait caché les choses à la commission. J'ai écrit à Marc Verwilligen qui m'a répondu, qui m'a dit, il n'y a rien à vous reprocher, vous n'avez rien caché à la commission. Il me demandait si un collègue qui était sorti avec une victime. Qu'est-ce que je sais moi? Bon. Et puis, il y a une émission qui s'appelle Au nom de la loi, qui a massacré surtout les témoins X, qui passe, et Philippe Pourbet va rencontrer Erdekens. Enfin, il lui écrit, et ils se rencontrent. Et Erdekens dit que, ben oui, moi j'ai vu de battre ces bulles chez Vrébos, mais il ne veut pas dire chez Vrébos, il ne veut pas dire avec qui il était, il ne veut pas dire Morio. En se disant, moi, député, on va me croire, hein, bon. Pourbet, officier de police judiciaire, gradé à la BSR de Bruxelles, la logique, il apprend la connaissance d'un délit, puisqu'on nous accuse d'avoir violé le secret. Il doit faire un procès verbal. Bon, il ne le fait pas, il en parle à qui? À la fameuse madame Paul Sommers. Et Paul Sommers, elle fait un PV, et elle fait une audition téléphonique de Claude Erdekens qui doit partir en vacances. Une audition téléphonique. Bon. En Espagne aussi, il faisait des auditions d'un entretien d'1 heure dans une affaire criminelle avec Laurence de Koning. Ils ne font pas de PV signé, non. Et là-dedans, elle marque que Erdekens donc, lui a dit que le lendemain de la rencontre, il refuse donc de dire chez quel journaliste, et il refuse de dire qui était présent. D'ailleurs, s'ils sont identifiés, ils n'iront. Donc il sait déjà ça. Et elle écrit, le lendemain, son ami parlementaire distribuait à qui le voulait les auditions des témoins X. Et elle dit à Erdekens qu'elle va donner ça au juge Pignolet. Et on est le 29 juillet. On a attendu que les vacances se terminent pour Pignolet, ou qu'il soit de garde, et on lui donne de nouveau le dossier. Et il a un deuxième dossier, puisque malheureusement il n'avait rien dans le premier dossier, ben, peut-être qu'ici il va trouver quelque chose. Et par un petit jeu d'arrangement entre Brabant, Sommers, Pourbet, tout le bazar, ben, on a identifié tout de suite Pascal Vrébos et Patrick Morio. Ben, et Pascal Vrébos, ben, il dit, ben oui, moi je les ai vus. Le 10 septembre, j'apprends dans la dernière heure que je vais être muté, que Patrick et moi on va être mutés. Donc le 10 septembre. Et le 17 septembre, je suis appelé et on me notifie ma mutation. Donc, je le savais par la presse déjà avant. Donc, vous voyez un peu la complicité qu'il y a entre mes chers officiers de gendarmerie du district de Bruxelles et la presse. Et donc, le 17 septembre, on va chercher notre notification avec Patrick. Et Patrick doit aller chez le juge Pignolet. Ben, moi, je vais avec lui, mais on était exempts, on était en maladie, on était dépressifs tous les deux. Donc, j'attends dans le couloir. Et Patrick, comme il me l'a raconté, et je le crois, et c'est ainsi que ça s'est passé avec moi, et le juge lui dit, vous avez déjà rencontré Erdekens? Ah oui, qui dit, à la commission, on a bu un verre, mais qui dit, on l'a vu chez Vrébos. Quoi qu'il dit Pignolet, vous avouez? Et Patrick, qui dit, avouez quoi? Et les paroles de Pignolet, c'est encore un PV à la Sommers. Faut pas demander, hein. Bon. Il y a 4 mois que je le dis, je l'ai écrit dans mon livre, Madame Sommers n'a pas encore contesté, les Pignolet non plus. Bon. Patrick dit, écoutez, après mon audition, faites rentrer Bill, et vous l'entendez. Comme ça, on dira, non, qu'il dit une autre fois, non, qu'il dit Patrick, aujourd'hui, comme ça, on ne dira pas qu'on s'est mis d'accord. Donc, il me fait rentrer. Ah, vous avez déjà rencontré Erdekens? Je dis, oui, je l'ai rencontré le 17 novembre dans les locaux d'RTL, avec X69. Je l'ai rencontré à la commission, mais je dis, on l'a rencontré chez Pascal Vrébos. Vous avouez aussi? Qu'il me dit, mais moi, je dis, j'ai avoué quoi? Elle me dit la même chose, hein, c'est encore un PV à la Sommers. Et quand c'est fini, nos 2 auditions sont finies, il nous fait rentrer,
On avait travaillé avec lui. On était, allez, je vais pas dire qu'on était copains, mais bon. D'ailleurs, Jacques Pignolet, rappelle-toi, en 92, t'achètes une Volvo d'occasion, je crois, et tu me téléphones à moi, Aimé Bill, qui ne suis pas une section voiture, tu me téléphones à moi, Aimé Bill, pour me demander si le numéro de châssis n'est pas volé. Alors, faut pas demander, hein. Et moi, j'adorais ce juge, j'appréciais beaucoup. J'étais pas amoureux de lui, hein. Après, on est devenus amoureux tous les deux, Patrick et moi, parce qu'on était sous écoute, et on a eu bon, on racontait qu'on était amoureux. Comme ça, il devait s'amuser à retranscrire tout ce qu'on racontait. Et donc après, il nous fait entrer, hein, et il dit, ben moi, d'après mon enquête, qui dit, l'affaire du Rupert, c'est soit pour faire tomber le gouvernement, soit pour faire tomber du Rupert, ou alors c'est du Rupert lui-même qui a monté ça pour devenir inattaquable. Il nous dit ça le 17 novembre 98, et le 11 février 99, la veille de mon audition par Marc de Mesmacher, qui me téléphone tout de suite dans mon bureau, dans une demi-heure à mon bureau. Je dis, pourquoi dans mon bureau? Il venait d'avoir l'ancien dossier de Madame Gruet, et il nous rappelait. Je me dis, tu m'emmerdes, Pignolet. Je réponds à toutes ces questions. Je dis, maintenant, moi, je vais vous faire acter. Non, maintenant, il est 14h, on doit manger, il dit, hein, ma greffière a faim. Je dis, ben ça va, je veux vous voir après. Et à 15h, je refais une nouvelle audition, et j'ai 17 points, et le point 17, c'est, je vous rappelle que le 17 septembre, vous nous avez dit à nous suspects que selon votre enquête, c'était peut-être des Rupert lui-même qui avait monté le dossier pour devenir inattaquable. Et je lui ai fait acter. Moi, j'invente pas ça en 2024. Hein. J'ai pas eu besoin de tout ça pour faire mon livre. C'est la réalité. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, ils se disent, ce con-là, il a toutes les pièces. Et oui, puisque j'ai acheté toutes les pièces, tous vos faux en écriture de Van O'Donoghue, de Pignolet, parce que Jacques Pignolet aussi a fait un faux en écriture, puisque le 18 décembre 1998, le jour où Richard Drissens écrit qu'il ne sait pas dire si on a fait des fautes, ben Pignolet nous refuse l'accès à son dossier, parce qu'il dit qu'on n'est pas impliqué, que ce n'est pas notre charge. Mais, en octobre et en novembre, il avait eu des réquisitions complémentaires pour violation de secret professionnel à charge de Debatz et Bill. Donc le dossier n'était plus à charge de X, il était devenu à charge de Debatz et Bill. Et il nous refuse le dossier avec une fausse ordonnance, parce que M. Bourlet a vu ce document, et M. Bourlet n'est pas n'importe qui, c'est un procureur, et il m'a dit ça c'est un faux en écriture. Ah oui, il fait une fausse ordonnance. Alors Jacques Pignolet, toi aussi tu as fait des fautes, tu as voulu couvrir ton copain Van Espen. Ils sont tous, c'est une véritable association de malfaiteurs. Je n'ai pas d'autre mot pour les qualifier, une coalition de fonctionnaires. Ces gens me dégoûtent. Et c'est eux qui ont saboté toutes les enquêtes criminelles, des enquêtes graves. Et ça, jamais, moi je ne les pardonnerai. Bon, j'espère qu'il y en a d'autres qui seront du même avis. Vous savez, Jacques Pignolet, j'appréciais beaucoup ce juge. Je me souviens, le 7 décembre 1999, on passe à la chambre du conseil. Et donc, quand on passe à la chambre du conseil, on avait été d'abord voir le dossier. On avait vu qu'il y avait un réquisitoire de non-lieu à charge de 3 personnes. À charge de Debatz, à charge de Bill et à charge de X. Et X, il avait fait 7 faux PV. On mettait les numéros de PV. Mais les autres PV qu'elle citait, c'est moi qui les avais rédigés. C'était des PV de 3 lignes qui disaient on joint au présent l'audition de XA d'une telle date. Alors on est allé voir la vieille première substitut au parquet de Bruxelles, Madame Dieudonné, responsable de la discipline. On arrive dans son bureau, fou furieux naturellement, enragé. Je dis, c'est quoi ça? C'est pas vous n'avez rien fait. Mais je dis, mais alors pourquoi est-ce que vous avez écrit qu'on a fait 7 faux PV? Il y a 7 faux PV. J'étais obligé de mettre quelque chose. Je lui ai répondu, tu n'es qu'une vieille charogne. Je suis rentré à la maison, je lui ai fait un fax. Elle m'a répondu donc suite à l'aimable entretien, elle m'a répondu qu'il n'y avait jamais eu de dossier de faux en écriture à notre charge. Donc elle prend des réquisitions de non-lieu pour la violation de secret professionnel. On arrive à la chambre du conseil, il y a le greffier, il y a le président, il y a le ministère public, une dame, et il y a Jacques Pignolet. C'est dommage que la télévision n'est pas là, parce que c'est à huis clos. Et je vois encore le Jacques Pignolet. Ah, vous savez, monsieur le président, vous avez été juge d'instruction comme moi. Il y a des faux qu'on voit et des faux qu'on ne voit pas. Ces deux-là, ils ont fait des faux qu'on ne voit pas.
Vous imaginez à un niveau comme ça. Et ce type a été auditeur militaire, enfin radiateur militaire comme nous on disait, et puis juge d'instruction, ça a mené des enquêtes criminelles, et voilà les paroles d'un juge d'instruction. Puis après vous avez madame, je ne sais plus comment, je me demande, je sais plus son nom, je vais pas les dire à nom, je me demande c'est pas moi, je ne sais pas. Alors monsieur le président, on ne peut pas prendre de décision aujourd'hui. Pourquoi? Il dit, il y a éventuellement une nouvelle pièce qui serait arrivée hier. Éventuellement. Nous on est... Bon, qui dit le président, on se revoit le 16. Le 15 au soir, il y a M. Fabry, substitut du parquet, qui téléphone à notre avocat en disant, pour Bill, il n'y aura rien. Je vais prendre des réquisitions de non-lieu, je vais demander le non-lieu, mais pour de Bats, on va le poursuivre pour violation de secret professionnel parce qu'il a dit ces 3-4 mots-là. Bon, l'avocat nous téléphone, nous, toute la nuit, on cherche dans la presse, dans les interviews données par d'autres personnes. Donc le lendemain, on arrive au tribunal, à la chambre du conseil, et le président, le substitut Fabry, voilà, pour monsieur Bill, je demande le non-lieu, mais pour monsieur Debat, je demande son renvoi. Notre avocat dit, oui, mais... Alors le président dit, faites des conclusions. Donc, notre avocat, on a dû repasser encore toutes les fêtes de fin d'année comme ça, et on a eu rendez-vous le 13 janvier, et là, notre avocat a donné les faux. Mais chaque fois, mon avocat disait, il a donné ses conclusions, mais à chaque fois, il disait, mais vous cherchez des faux, monsieur le président. Mais les faux, ils sont dans le dossier. Il y a là, et là, et là, et là. Les autres ont fait des faux. Je n'entendais pas, les mouches volées, ils regardent leurs chaussures et tout, mais en se disant, il faut remettre la corniche là-bas en couleur, mais c'était des... Et puis le président dit, vous reviendrez le 20, et le 20, on passe la porte, et oui, c'est le non-lieu, inquiété. Voilà. Et donc, on a passé 4 fois en chambre du conseil, parce que normalement, le parquet, quand il prend des réquisitions, il ne va pas aller contre ses propres réquisitions. Or, ici, on vous fait croire, parce que on vous fait croire qu'il y a une nouvelle pièce. Donc, suite à ça, mon avocat a écrit est allé voir le procureur du roi, et moi j'ai écrit au parquet général, et on a eu tous les deux la même réponse, il n'y a pas de nouveaux documents. Donc vous voyez à quel niveau ces gens sont menteurs, malhonnêtes, pourris, je sais pas, j'ai pas de mots pour les qualifier. Ces gens ont détruit nos vies, ils ont détruit nos vies, mais ils ont surtout saboté des enquêtes criminelles portant sur la mort d'enfants. Ces pauvres enfants qui sont morts, et vous n'avez rien fait, vous avez tout fait pour protéger les pédophiles. Et donc, suite à l'affaire Erdekens, le juge Pignolet, vu que rien ne bouge, donc on est au mois de septembre, au mois d'octobre, Claude Erdekens, en avant dans le soir illustré chez Braille et de Liège, qu'on les vire, et il voulait qu'on nous vire, et il raconte. Et nous, ce soir-là, on a une réunion avec le colonel du Châtelet, et 2 autres colonels, dont un s'est levé, c'était Fernand Kuckelberg qui est parti dégoûté. C'était du chantage du colonel du Châtelet. Il voulait qu'on retire nos plaintes, surtout celles contre des officiers. Et il nous donnait une belle place. Il mettait Patrick, chef de la BSR à Bruges, et moi, il me mettait à Wavre. Et Patrick a dit, je ne connais pas la langue, le flamand de Bruges, qui dit, pour se foutre de lui. Et donc, on est parti. Et en sortant de l'état-major, on entend à la radio que la presse, on a parlé à la télévision belge, Erdekens, on entend blablabla. Et le 28, il y a une confrontation, Pignolet nous convoque. Et le 28 au matin, je vois dans le soir illustré que Erdekens, de nouveau, et on explique là-dedans qu'il va y avoir des avancées dans l'enquête. Donc, il ne faut pas demander, c'est pas moi qui vais leur téléphoner pour dire. Et donc, on me convoque avec Patrick, et le juge nous demande d'attendre. Puis on voit sa greffière sortir, et elle revient avec Erdekens. On peut discuter le coup entre eux deux, le juge et Erdekens, 10 minutes, je ne sais pas ce qu'ils se racontent. Et puis, on fait rentrer, et on met devant Erdekens. Mais je dis, mais où sont les 2 autres personnes, M. Moreau, M. Vrebos? C'est moi le juge, c'est moi qui décide. Si c'est pas ça, un type malhonnête, voilà, un juge d'instruction, comment il fonctionne? Je ne comprends pas non plus Claude Erdekens. Il est avocat, il est député, il est bourgmestre, mais surtout avocat. S'il avait eu un de ses clients, qui aurait été dans la même situation, je crois qu'il aurait fait des bons. Parce que quand vous avez 5 personnes impliquées dans la même affaire, vous les réunissez tous les 5, vous faites une confrontation. Il m'a confronté avec Erdekens, et puis il a confronté Patrick avec Erdekens. Et on est resté chacun sur sa position. Et puis 2-3 jours après, j'y vais, il me dit, je dois vous voir prochainement. Je dis, je sais pour m'inculper.
Vous savez déjà qu'il dit, je dis oui, il y a déjà un journaliste qui m'a averti et encore un homme politique. Ah bon, il dit, je vous verrai prochainement. Et il me sonne, peut-être le lendemain, et il me dit, voilà, vous venez demain ou après-demain avec De Baets. Je dis, non, je viendrai tout seul. Non, vous venez avec De Baets. Je dis, non, sa compagne est à l'hôpital, et il ne sait pas venir, je viendrai tout seul. Il a sonné à De Baets l'a envoyé bouler en disant qu'il n'avait rien à foutre d'Air de Kent, et Pignolet a fait un procès-verbal à charge de Baets sur les propos qu'il a tenus, et bravo Patrick, t'as bien fait, tu n'en as pas encore dit assez. Et alors, donc, moi, j'arrive chez lui, assez. Et d'habitude, c'est Patrick qui vient me chercher, on part en voiture au palais de justice. Ici, bon, je prends le métro. Et puis, Pignolet me dit, bon, je vais vous inculper. Je dis, monsieur le juge, si vous m'inculpez, je suis venu en métro, soit je me jette en dessous du métro, ou si vous voulez, je saute par la fenêtre maintenant du 3e étage. Ne faites pas ça, monsieur Bill, rentrez chez vous, je ne vous inculpe pas. Je ne vous dis pas le fou rire que j'ai eu quand je suis sorti de là. Je me dis, t'es vraiment un con. Et je le redis maintenant, t'es vraiment un super con, Jacques Pignolet. Et donc, le 20 novembre, au matin, il me téléphone. Voilà, vous venez après-midi avec De Baets, cette fois je n'ai plus le choix. Et on arrive là, il fait attendre De Baets, et puis il me fait rentrer, il me dit, voilà, vous avez été à l'émission Terzac, il me dit, donc une émission sur la télévision flamande. Je dis non. Ah si, qui dit, je dis non. J'ai la cassette, qui dit. Je dis, vous l'avez regardé? Ah non, qui dit, mais c'est le colonel Attel qui m'a dit. Je dis, mais j'y ai pas été, je parle pas flamand. Vous ne parlez pas flamand, il me dit. Je dis non. Alors je vous inculpe. Je dis, maintenant t'es content, vieux con. Ah bon, tu jouais devant sa greffière, hein. Monsieur Bill, 10 fois, il m'a dit, monsieur Bill, je n'entends rien. Et il m'a inculpé de violation de secret professionnel, parce que, soi-disant, pour l'affaire Air de Cairns. Puis il a fait rentrer Patrick, et Patrick lui dit, et que ça ne soit pas demain dans la presse. Et la greffière de Nice, ah, Gilbert vient justement de téléphoner, donc Gilbert Dupont, de la dernière heure. Ah, Gilbert vient justement de téléphoner pour savoir où ça en était. Ils se tenaient tous, tout passait. Alors, c'est nous qu'on soupçonne de fuite. Et donc, après ça, on a eu accès au dossier fin décembre, et là, parce que moi je ne sais rien de ce que Vreboss de Morio, parce qu'entre-temps, donc Vreboss est entendu. Suite à l'article dans la presse, Vreboss et Morio écrivent tous les deux au juge, pour dire que c'est faux. Vreboss est réentendu, Morio est réentendu, donc ils sont entendus 2 fois, chacun, plus une lettre chacun pour dire que c'est faux ce qu'Air de Kent raconte, et malgré ça, ils nous inculpent. Alors moi, je vais lire le dossier, je découvre toutes ces lettres-là, tous ces bazars-là, et le montage avec Pourbet, Sommer, c'est tout le bazar, et je me dis, je comprends quand Pignolet nous dit que c'est un PV à la Sommer, c'était vraiment un PV à la Sommer. Et mois de janvier, je me vois encore, je suis à Kuckelberg, place de Bastogne, un vendredi vers 17h30, mon téléphone sonne, et c'est monsieur Bill, oui, c'est Benoît de Gemeux, procureur du roi. Ah oui, monsieur le procureur, oui. C'est pour vous dire que je vais prendre des réquisitions dans le dossier, il n'y a rien. Je dis, ça je savais. Et il a encore attendu 6 mois, il a pris des réquisitions de non-lieu. Et on est passé au tribunal le 26 ou le 28 octobre, on a eu le non-lieu. Et un mois plus tard, Clotaire de Kern s'est interviewé. Et il dit, je suis bien content qu'ils ont eu le non-lieu. D'ailleurs, moi, je ne les ai jamais dénoncés. Alors, pour les 20 ans de l'affaire, je lui ai écrit, donc le 20 novembre 2018, je lui ai écrit à 5 heures au matin pour lui dire, monsieur, il y a 20 ans aujourd'hui, avec vos mensonges, que j'ai été inculpé. Alors, il m'a écrit, je ne sais pas qui vous êtes, rappelez-moi l'histoire. Alors, je lui ai raconté, alors il m'a dit, je vois que vous avez de la rancœur, vous avez dur de faire votre deuil, enfin, je vous suggère de faire votre deuil. Et puis, j'ai attendu les 25 ans de l'affaire, et donc le 20 novembre 2023, donc il y a quelques mois, il y a moins d'1 an, je lui ai écrit, et là il m'a dit, mais je ne sais pas d'où vous sortez tout ça, moi je connais rien à cette histoire, et ce type est maire dans à Andenne depuis 1900, je crois depuis 73, donc 73. Donc vous imaginez, il y a 50 ans qu'il dirige la commune, maintenant apparemment, il n'est plus le bien, enfin il y en a beaucoup qui se méfient de lui, mais vous imaginez un avocat, député, bourgmestre, avec des mensonges pareils, et peut-être que c'est grâce à ça qu'il a eu une place de ministre quelques années plus tard, je n'en sais rien, mais je trouve vraiment malhonnête. J'ai eu de la chance, Patrick et moi, on a eu de la chance que Patrick Morio, c'était un député socialiste, parce que, admettons que ça aurait été Vincent de Crolly, qui était un député écolo, ou un catholique, ou je ne sais pas moi, un autre d'un autre parti, on aurait pu dire, mais ici, vous avez 2 députés bourgmestres socialistes, francophones,
avec deux versions différentes. Et Patrick Morio, que je remercie et que j'espère qu'il repose en paix, je ne sais que les remercier, lui et Pascal Vrébos, d'avoir été honnêtes. Pascal Vrébos a été... Ils ont dit la vérité. Ils n'ont rien à gagner de ça. Mais c'est honteux et j'en veux. Mais alors en mort au juge Pignolet, je lui crache dessus. Je m'excuse, mais je ne sais pas faire autrement. Parce que quelqu'un, s'il avait été honnête, Jacques Pignolet, tu aurais fait une confrontation avec les 5 personnes. Et là, ton dossier s'écroulait. Tu en avais 4 qui allaient dire blanc, et non, tu as écouté ce con qui disait noir. Je ne sais plus avoir de respect pour ces gens-là. Pourtant, j'en ai eu pour Jacques Pignolet. J'aimais bien ce magistrat. Je ne serais jamais passé au palais de justice, naturellement, si la porte était fermée. Mais si je passais au palais de justice, parce qu'on allait quand même régulièrement voir des magistrats, si la porte était ouverte, monsieur le juge, on parlait 2 minutes. J'appréciais. Mais d'ailleurs, pendant son instruction, un jour, il nous fait rentrer. Ah, regardez, voilà ce que je fais pendant mes loisirs. Il nous montre, c'est les dons du sage qu'on appelle ça, je copie. Et moi, tout con, je lui dis, mais notre dossier, vous l'avez copié sur quoi? Un jour, Patrick ne savait plus relever la tête et il était plié. Et il y a le juge qui nous dit, votre dossier, qui dit, il remplit mon armoire. Et moi, bêtement, je lui dis, heureusement que vous n'enquêtez qu'à charge, vous enquêteriez en décharge, il y aurait plus de place dans le bureau. Mais oui, il a fait une enquête à charge, c'est de la malhonnêteté, mais il était couvert. Maintenant, je lui en veux parce que il est juge d'instruction, c'est pas un enfant, c'est pas un nouveau. Il aurait pu dire, il aurait pu balayer les ordres supérieurs, mais il a bien joué son jeu. Et Van Espen, il a bien couvert, parce que M. Pignolet, quand vous signez une audition de Jean-Claude Van Espen, qu'on ne sait pas si elle date du 3 novembre ou du 3 octobre, quand Van Espen raconte, parce que Van Espen a demandé, par apostille, de fin mai 97, qu'est-ce que Regina Louf prend comme contraceptif. Et mon cher collègue ivrogne de Pau, dans la voiture qu'il a conduisée au collège d'experts, conduite par Patrick, il lui a posé la question, elle l'a dit, un mot de 8 lettres. Lui, il a écrit Marvolan, M-A-R-V-O-L-A-N, Marvolan. Et Jean-Claude Van Espen, quand la presse révèle le 30 décembre que sa sœur, c'est la marraine du fils de Nioul, il demande son désistement. Donc, le 8 janvier 1998, il n'a plus le dossier. Il faut qu'on m'explique pourquoi. 10 mois plus tard, donc soit le 3 octobre, soit le 3 novembre, c'est le 3 octobre, mais il tape le 3 novembre, il s'entend lui-même, comme si c'était Pignolet, et il dit, j'ai demandé à un médecin légiste, et le Marvolan n'existe pas. Et là, M. Van Espen, vous avez raison, le Marvolan n'existe pas. André Van Oudenhoff, procureur général de Bruxelles, dans son rapport de 17 pages, il évoque ça avec votre audition. Bon, moi, ça me cassait les pieds, moi, je n'avais pas cherché plus loin. J'ai questionné mon pharmacien. Et je lui dis, tiens, vous connaissez du Marvolan? Non, il me dit, et pourquoi? Je dis, ça serait un contraceptif. Non, pas Marvolan. Marvelon. Il y a 8 lettres, il y a 3 voyelles comme dans l'autre. Mais Van Espen déclare, écrit, qu'il a demandé à un médecin légiste, et que même pour un non-initié, ça n'existe pas. Alors, si Pignolet a réellement entendu Van Espen, il aurait dû lui dire, montre le rapport médecin légiste, il a fait un rapport de ça. Non, ils sont tous de mèche. Et c'est avec des choses pareilles qu'on a démoli X1. Donc, dernier cours a falsifié une audition. Joël Gérard a fait un faux PV pour la Libye de Weinstein. Van Espen, il fait ça avec le Marvolan. Tout ça pour dire que X1 n'est pas crédible. Alors, quand vous voyez, pour ceux qui l'ont peut-être vu à l'époque, la télévision belge avait filmé ça. Ça se passe le 30 janvier 1998. Vous avez une table avec des magistrats de Bruxelles, de Neuchâtel, d'Anvers, de Gand, et ils arrivent à la conclusion que X1 n'est pas crédible. Donc nous sommes le 30 janvier. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi le 2 mars, 31 jours plus tard, Jacques Langlois, juge d'instruction à Neuchâtel, demande au commandant du terme, j'ai le papier, je ne parle pas sans papier, demande au commandant du terme, avant de clôturer le dossier de X1,
est-ce que tous les grands axes d'enquête ont été vérifiés? À part ça, ils avaient démoli XN. On l'a ridiculisé, on l'a fait passer pour une folle. Alors qu'un collège d'experts, maintenant, malheureusement, X5, quand il était à Buzyn, ne recevait pas une souche TVA, ne recevait pas un ticket de caisse. Alors bon, c'est facile, vous savez, manipuler quelqu'un. Si maintenant, moi, je vous demande qui était à votre communion et que vous me faites une liste de tels gens qui étaient à votre communion ou à votre mariage ou je ne sais pas quoi, et que 10 ans après, je vous le demande et je vais vous dire, t'es une menteuse, ta tante Germaine était à l'hôpital ce jour-là. Est-ce que c'est pour ça que vous n'êtes pas crédible? Alors, Regina Louf, elle en a tellement vu. C'est normal qu'il y ait des confusions. Elle n'a pas noté tout. Et donc, maintenant, si elle est folle, est-ce qu'on doit falsifier ses auditions? Quand vous voyez, Regina Louf, elle est entendue dans le dossier de Neuchâteau. Van Espen, je n'ai rien contre, mais ça aurait été la logique que ce soit le juge Langlois qui demande l'expertise psychiatrique. Et c'est Van Espen qui la demande. Il demande ça au mois d'avril. Il y a un collège qui est désigné. Et le 7 ou le 8 novembre, le 7 ou le 8 octobre, le collège rend son rapport. Le collège l'envoie au demandeur, donc à Van Espen. La logique serait que Van Espen leur donne directement une copie à Langlois. Eh bien non, il donne à Duterme et il donne à Pignolet. Duterme, qu'est-ce qu'il a à foutre de ça? Et Pignolet, qu'est-ce qu'il a à foutre de ça dans un dossier pour faux qu'il n'y a pas de faux? Bon. Et j'ai une lettre du 7 novembre ou du 8 novembre du juge Langlois au procureur Bourlet qui dit « J'ai reçu de commandant Duterme la traduction libre de l'audition du rapport du rapport psychiatrique. Je ne l'ai pas encore reçu de Van Espen. » Donc un mois plus tard, Van Espen ne l'a pas envoyé à Langlois et Duterme donne une traduction. Si Duterme aussi est honnête, il doit donner la version flamande et comme ça, Langlois peut demander un traducteur juré parce que, vous savez, on n'est pas dans une recette de cuisine ici. Hein. On parle, c'est médical. Donc, faire une traduction, c'est pas évident. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Il faut que ça soit du précis. Alors, bon, moi, je l'ai fait traduire par deux. Donc, j'ai eu la version de Duterme, qui est plus bilingue que moi. Enfin, bon. Mais je l'ai fait traduire par deux officiers parfaitement bilingues. Et par trois bilingues. Et je me rends compte que la version que Duterme a donnée à Langlois, il y a des petites choses qui... Bon. Alors, ça ne va pas plus loin, mais c'est pas normal. C'est pas normal, il faut se poser des questions. Et tout ça, c'est des questions qui restent sans réponse. Que si demain il y a une commission parlementaire, et des gens devront s'expliquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces gens répondent à ça? Moi j'ai la lettre de Bourlet, enfin la lettre de Langlois à Bourlet. Je ne l'ai pas inventée, elle est signée. Bon. Et j'ai la traduction libre. Alors, qu'une commission parlementaire prenne le vrai rapport, et qu'ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un bazar? Mais Paul Sommers, qu'est-ce qu'elle raconte? Nous, on avait des traducteurs jurés, parce que donc Regina Louf, elle parlait en flamand, et c'était enregistré, toutes ces auditions étaient enregistrées, puis après, la cassette était copiée, l'original était mis dans un coffre, après déposé au greffe, et des jeunes gendarmes travaillaient sur la cassette, la copie, ils retranscrivaient, donc il y avait un premier PV, Patrick l'interrogeait avec un collègue, et ce collègue prenait des grandes lignes. Elle a parlé de ça, mais sans entrer dans le détail. Comme ça, ce collègue faisait directement un procès-verbal qu'il envoyait à Neuchâteau, un procès-verbal en français pour des magistrats francophones. Puis, quand c'était retranscrit, on envoyait la version flamande à Neuchâteau. J'avais un réquisitoire du juge, 2 traducteurs jurés sont venus prêter serment dans mon bureau devant un officier de police judiciaire. Ils repartaient avec l'audition en flamand et ils me ramenaient l'audition en français, avec leur facture. Il y en a pour des milliers. Bon. Eh bien, Madame Paul Sommers et même André Van Oudenhoff écrivent
on traduisait nous-mêmes les auditions de X1. Donc, vous voyez à quel point, quelle cabale orchestrée, c'est une cabale, s'il n'y a pas d'autre mot. Je crois que Johan Terling, le major de gendarmerie, en France, un major, c'est un sous-officier, c'est au niveau après adjudant. Mais en Belgique, un major, c'est après sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, on devient major, et après on devient lieutenant-colonel. Donc c'est un officier supérieur. Le major Terling a consacré 15 pages dans mon livre, que je vous invite à lire. Et vous avez une préface qui est faite par Philippe Gueluc. Vous avez une préface de 3 pages faite par Michel Bourlet, un procureur du roi. Mais quand vous avez 15 pages écrites par le major Johan Terling, qui finira après comme premier, puisqu'il n'y a plus de gendarmerie en Belgique, qui finira après comme premier commissaire divisionnaire, c'est clair, lui il connaît le dossier, ils ont bien vu le dossier, et ils voient bien que c'est une cabale montée de toutes pièces contre nous. Parce que on vous demande à quelqu'un, on vous dit par exemple, à vous enquêteurs, faites une enquête sur Bill pour ça. Faites une enquête sur Debatz pour ça. Ici, on leur a dit, faites une enquête sur Debatz et Bill pour voir si ils n'ont pas fait des fautes. Alors, si déjà l'affreux Jojo de Richard Drisserns, le pilier de comptoir, écrit un recommandé pour dire il n'y a rien, alors je ne comprends pas. Que le général Franzen demande encore si Hermann Franzen avait été honnête et qu'il avait fait ce qu'on lui demandait, ce que le commandant Cooks lui demandait, c'est-à-dire de créer une cellule et d'enquêter sur tout le monde. Ah, là, mon général, vous auriez du pain sur la planche. Vous auriez serré la main de Batz et Bill pour leur dire « On s'excuse, on a été trompé. Vous avez joué dans le jeu des malhonnêtes, je suis désolé. Je ne sais pas avoir de respect pour vous. »